Comment peut-on contraindre un système chimique à fonctionner dans le sens inverse du sens spontané? C'est ce que nous allons étudier dans le chapitre « Forcer le sens d'évolution d'un système chimique ». Revoyons déjà l'évolution d'un système. On considère une transformation modélisée par deux réactions opposées. L'équation s'écrit comme indiqué. On définit le quotient de réaction et plus précisément le quotient de réaction à l'état initial. On compare ce quotient de réaction initial à la constante d'équilibre grand K de la réaction et on a vu que si QRI est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct, c'est le sens spontané, et si QRI est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse. Dans le cas où la constante d'équilibre grand K est petite, on aura rapidement QRI est égal à grand K. Le système évolue dans le sens direct, mais l'avancement final XF est très faible. La transformation est alors limitée. Mais grâce à l'apport d'énergie, la transformation chimique peut tout de même se produire, et ce, jusqu'à épuisement du réactif limitant. On peut alors atteindre XF qui est égal à Xmax. La transformation ne peut plus être qualifiée de spontanée à cause du générateur. On parle alors de transformation forcée. Et on réalise ce qu'on appelle une électrolyse. Étudions un exemple concret, c'est-à-dire la transformation mettant en jeu le métal fer et les ions zinc, la constante d'équilibre grand K associée valant 1,5 fois 10 puissance moins 11, la transformation spontanée est donc très limitée. Mais le générateur va imposer ici un transfert d'électrons, forçant la transformation limitée à poursuivre son évolution. Expliquons alors ce qu'il se passe. Donc, on place plus précisément une lame de cuivre dans une solution contenant des ions cuivre, une lame de zinc dans une solution contenant des ions zinc. Le tout relié par un pont salin. Au niveau de l'électrode reliée au pôle plus, le métal cuivre perd des électrons. Pour former des ions cuivre, Cu2+, il se produit donc une oxydation, d'où le nom d'anode pour cette électrode. Le métal cuivre est donc consommé, il disparaît petit à petit. Cette fois-ci, au niveau de l'électrode reliée au pôle négatif. Les électrons arrivent et réagissent avec les ions zinc Zn2+. Il se produit alors une réduction qui forme du métal zinc. L'électrode est alors nommée cathode et on constate que l'électrode de zinc voit sa taille augmenter parce qu'on a plus en plus de zinc qui se forme. Le pont salin, lui, il va assurer par le déplacement des ions la continuité du circuit électrique, mais aussi l'électroneutralité des solutions. Donc, à l'anode, il va y avoir disparition du cuivre par oxydation. À la cathode, apparition de zinc par réduction des ions Zn2+. L'équation peut s'écrire Cu plus Zn2+, donne Cu2+, plus Zn. Cette transformation s'effectue donc de manière significative, et ce, grâce au générateur. Sans déplacement forcé des électrons, la réaction ne pourrait avoir lieu avec un avancement conséquent. De même, on sait que l'eau est stable, mais si on réalise son électrolyse, on peut forcer la transformation chimique, conduisant à la formation de dioxygène et de dihydrogène. De manière générale, au cours d'une électrolyse, le système évolue dans le sens inverse à celui qui serait spontanément observé. Passons maintenant à l'étude quantitative d'une électrolyse. L'électrolyse dure tant que le générateur électrique fonctionne
ou jusqu'à disparition du réactif limitant. Si on effectue un bilan électrique, la quantité d'électricité échangée dépend de l'intensité grand I et de la durée ΔT de l'électrolyse. On peut écrire Q égale I fois ΔT. La quantité d'électricité grand Q s'exprimant en coulombs, l'intensité en ampères et la durée en secondes. Si on effectue un bilan chimique, la quantité d'électricité est liée à la quantité d'électrons échangés entre les deux électrodes pendant la durée ΔT. D'où Q égale NE fois grand F. Donc NE, c'est la quantité d'électrons. Grand F, lui, représente le Faraday. C'est la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. Maintenant, intéressons-nous au stockage et à la conversion d'énergie chimique. Un convertisseur d'énergie assure la conversion d'une forme d'énergie en une ou plusieurs formes. Le stockage d'énergie permet de créer une réserve d'énergie facilement utilisable. Un accumulateur est un dispositif permettant de stocker de l'énergie sous forme d'énergie chimique. Ce que certains appellent pile rechargeable est en réalité un accumulateur. Ces dispositifs sont de plus en plus indispensables dans notre vie quotidienne, notamment ils sont présents dans les ordinateurs, dans les smartphones ou encore dans les voitures. Prenons le cas d'un accumulateur au plomb présent dans les voitures à moteur thermique. Alors cet accumulateur au plomb sert notamment pour le démarrage, l'éclairage et l'allumage des véhicules. Il est constitué de 2 électrodes plongées dans une solution conductrice appelée électrolyte. Cet électrolyte contient de l'eau et de l'acide sulfurique. La cathode est constituée de dioxyde de plomb et l'anode de plomb. Au cours de la décharge, l'accumulateur se comporte comme une pile. Il y aura donc conversion d'énergie chimique en énergie électrique. À l'anode, le plomb est alors oxydé en ion Pb2+, et à la cathode, le dioxyde de plomb est réduit en ion Pb2+. Tous ces ions Pb2+, pourront se combiner avec les ions sulfate de l'électrolyte. La décharge de l'accumulateur consomme donc les solides des électrodes et les ions H+ de l'acide sulfurique de l'électrolyte. La charge de l'accumulateur, elle, va permettre de reconstituer les réactifs. Cette charge se produit quand la voiture roule par l'intermédiaire de l'alternateur. Au moment de la charge, il y a conversion d'énergie électrique en énergie chimique. L'accumulateur se comporte alors comme un électrolyseur. Donc là, on voit bien que le dioxyde de plomb a été reconstitué, de même que le plomb au niveau de l'électrode négative. La décharge d'un accumulateur met donc en jeu une transformation chimique spontanée, alors que la charge correspond à une transformation chimique forcée. Dans la nature, on peut mettre aussi en évidence la conversion et le stockage d'énergie avec les organismes chlorophylliens. Tous les organismes vivants ont besoin d'énergie, et cette énergie est obtenue en simplifiant par oxydation du glucose. Durant la nuit, les végétaux consomment donc aussi ces sucres. Mais durant le jour, lorsque la lumière du soleil les éclaire, les végétaux chlorophylliens vont réaliser la transformation inverse. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et grâce à l'énergie transportée par la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone vont se transformer en sucre et en dioxygène. Ceci va donc permettre de stocker de l'énergie sous forme chimique.